De l'Institut de Lettres à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul. Elle est coordinatrice actuellement du programme de troisième cycle Memória Social e Bens Culturais de l'Université La Salle, à Canoas, au Rio Grande do Sul, Brésil. Zila est boursière au niveau plus important du CNIPq, qui est l'équivalent du CNRS en France. Elle a publié de nombreux articles, chapitres de livres et des livres en portugais et en français. Elle est membre actif de l'Association nationale des programmes de troisième cycle, l'ANPOL, au Brésil. Et elle travaille dans le groupe qui travaille sur les relations littéraires interaméricaines. Zila est officière de l'Ordre national du Québec et officière des palmes académiques du gouvernement français. Zila a reçu le prix du gouverneur général en études canadiennes et elle a eu le prix de chercheuse de l'État du Rio Grande do Sul en 2019 dans les domaines de lettres et linguistique. Parmi ces très nombreuses publications, on peut citer ces dernières publications, A Persistência da Memória, Romances da Anterioridade e seus modos de transmissão intergénérationnelle de 2018, qui a été traduit en français par La persistance de la mémoire. Zila est organisatrice de la série Memória e Patrimônio da editora La Salle, du Rio Grande do Sul, dont le dernier volume avait pour titre Patrimônio e Memória, Narratividade, Rememoração e Reminiscência. Ma très chère Zila, je te passe la parole pour clôturer ce colloque. Un grand merci à Je vais partager ton... Ah, on ne t'entend pas. J'ai ouvert le micro. C'est nous, c'est nous. Ah, pardon, c'est nous, le problème est chez nous. Eu estava ouvindo. C'est bon, d'accord. Ok. Qui est alors? Ça fait écho. Alors, je voudrais tout d'abord remercier... Attendez, on a un problème d'écho ici. Vas-y. Moi, j'ai tout éteint, donc... Ah, donc micro. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon. D'accord, merci. Alors, je voudrais remercier infiniment Hélène de cette invitation et aussi aux deux autres organisatrices, Sylvia, Barbara, et aussi de dire que je suis ravie de partager des communications qui m'ont motivée et aussi je suis très, disons, contente de voir que les collègues qui m'ont précédée, comme Rita, Germana, Ana Maria, Lisboa de Bello, Eurídice Figueiredo, ont aussi touché à cette thématique de l'absence qui est mon projet de recherche actuel, n'est-ce pas, au CNPq, qui sont le titre de mon projet actuel est l'inventaire des absences, mémoire et temporalité dans les littératures des Amériques. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre des exemples parce que normalement, je travaille avec des exemples de la littérature entre le Québec, la Caraïbe, le Brésil. Je vais plutôt donner des exemples de la littérature des femmes au Brésil de l'actualité pour montrer cette incidence systématique
de faire ce que Fernando Catroga, historien portugais, appelle la représentification des effacements du passé. Et je vais donc montrer un peu ça et des exemples que j'ai choisis de cette littérature brésilienne vraiment de l'actualité. Et j'ai vu un peu dans les travaux de mes collègues, les collègues qui m'ont précédé, surtout celles du Brésil, et cette insistance sur de montrer la littérature et cet effort de représentification de l'effacement, ou aussi qu'on peut appeler j'utilise l'expression que j'ai entendue de Catherine Mavrikakis au colloque qui a eu lieu à Salvador le mois dernier, pendant les journées de la francophonie. Elle dit que la littérature, en ce moment, c'est une littérature de réparation. Peut-être qu'elle a toujours été, la littérature, un effort de réparation de omissions. Mais maintenant, on voit que non seulement ma communication, mais de beaucoup de celles que j'ai entendues ici, ont travaillé dans cet effort de montrer cet effort du littéraire de réparer les effacements, les omissions, les silencements du passé. Alors, je vais donc partir je vais citer, donc, parce que je parle dans les titres de littérature de l'après, de l'extrême contemporain. Je vais donc citer cet auteur français qui m'a inspiré, qui est Johann Farber, avec son livre de 2018, qui est intitulé Après la littérature, écrire le contemporain. Alors, il s'agit d'un critique mordant, iconoclaste. Il fustige les théoriciens comme Antoine Compagnon et Svetan Todorov, qui, avec d'autres, ont annoncé la mort de la littérature. S'il détrône les annonciateurs de l'apocalypse littéraire, c'est parce qu'il considère que chaque affirmation sur la mort de la littérature correspond en fait à un retour, un recommencement. Écrire aujourd'hui consiste à restaurer l'écriture, à remplir un manque fondateur qui a contribué à l'effacement de plusieurs cultures et ethnies, comme dans les cas de la littérature noire au Brésil ou de la littérature afro-brésilienne, sur laquelle j'ai travaillé pendant de longues années et j'ai essayé d'élaborer des anthologies dans le sens de réparer ce manque, n'est-ce pas? Donc, quels sont les textes littéraires qui ont cette capacité à réapparaître? Sûrement pas ceux que Dominique Viard, là je vais dire des choses que vous connaissez très bien parce que Dominique Viard est très très connu. Alors, quand Farber dit que la littérature a cette capacité de renaître, évidemment qu'il ne parle pas de textes que Dominique Viard appelle de consentants, n'est-ce pas, qui sont ceux des textes écrits pour le grand public, le best-seller, n'est-ce pas? Je préfère, je vais faire une demande, je pense que c'est Claudia qui met le PowerPoint au e-learn. Je préfère ne pas le mettre en ce moment parce que peut-être que je vous demanderai de mettre là les illustrations des écrivaines, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça envoie. Mais je vous en parler. Alors, peut-être les photos des écrivaines que je vais mentionner leur nom. Est-ce que c'est possible? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, normalement oui, mais j'ai coupé son micro. Oui.
D'accord. Bon, alors, cette capacité de la littérature à réapparaître, quand Johann Faber parle de ça, évidemment qu'il ne parle pas de ce texte que Dominique Viard appelle consentant, qui sont les textes écrits pour le grand public, qu'on appelle les best-sellers. Il ne parle pas non plus de ce texte concertant, qui sont ceux qui réaffirment la doxa, n'est-ce pas, les opinions générales. Pour l'auteur, la littérature de l'après, elle vient avec ce texte que Dominique Viard appelle déconcertant, n'est-ce pas, qui déplace l'expectative de la majorité des lecteurs. Elles sont celles qui ne reproduisent les vieilles recettes littéraires et échappent aux significations préconçues. De même que Viard, Faber semble penser que ce sont les littératures qui provoquent les dissensus et n'est pas le consensus qui vont inaugurer la réviviscence de la littérature quand beaucoup annoncent sa disparition. Quitter la zone de confort, de l'évidence de croyances naïves et de la transparence peut être les gestes qui inaugurent le contemporain indépendamment de l'époque où vit l'écrivain. Comme nous savons, comme a écrit Michel Chailloux, le contemporain ne doit pas être confondu avec l'époque actuelle, mais parce qu'il consiste à mettre tous les siècles ensemble. Pour Fabre, Marcel Proust, par exemple, est un écrivain contemporain parce qu'il brise tous les paradigmes scripturaux de son époque et continue à défier l'imagination des lecteurs jusqu'à aujourd'hui. Une autre caractéristique de ce extrême contemporain serait celle de dévoiler les opacifications, les silences, les absences, pour essayer de les représentifier dans le présent. Patrick Chamoiseau, l'écrivain de la Caraïbe que vous connaissez tous, dit que la culture des Amériques se construit avec la matière de l'absence, dans son livre de 2016 qui s'appelle justement La matière de l'absence, soit sur deux couches d'oubli et de dénégation de culture afro, indigène et de la vie de femme en général. La transmission aux héritiers n'a pas eu lieu. Évidemment, si on efface, il n'y a pas de transmission, donc la mémoire qui vraiment ne se transmet pas. Il existe de mémoire quand il y a de transmission. La littérature de l'extrême contemporain se donne pour but de réaliser l'inventaire de ces absences pour que la transmission puisse se réaliser, n'est-ce pas? Je parle de quelques écrivaines brésiliennes et je vais tout d'abord dire que ces écrivaines dont je parle du 20e, 21e siècle, très loin de la tradition de romancières écrivains, de romans à l'eau de rose, une série d'écrivaines brésiliennes renouvelle l'écriture féminine, l'écriture au féminin. Elles écrivent avec des lames tranchantes dont parle Annie Ernaux, n'est-ce pas, dans son livre « Écrire comme un couteau » de 2003, qui atteint les lecteurs en plein cœur, en misant sur l'insolite et l'inouï. Un grand nombre de romans récents créent ou réinventent le contemporain, retirent de l'invisibilité des aspects scabreux de la vie de femme de différentes époques. Ils dévoilent la mémoire abîmée par les traumatismes divers, parmi lesquels l'esclavage. Certains vont même jusqu'à montrer l'impasse que provoque l'impossibilité de représentation. On pourrait mettre en cause si la littérature arrive à faire vraiment la représentation, tellement il y a des choses, n'est-ce pas, et où la quête de nouvelles conceptions de représentation permettant l'inclusion de faits traumatiques. Des sujets tabous sont abordés avec une très grande cruauté, à l'exemple du viol. Là, peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas si vous pourrez montrer donc la photo d'Aline Bay, en portugais Aline Bay, son livre de 2017,
le poids, oui, c'est cela, le poids de l'oiseau mort de 2017. Comme vous voyez, elle est très jeune et les autres également. Donc, Aline Bay va dévoiler, va écrire sur le thème tabou du viol. De secrets honteux, habituellement cachés au sein de familles, sont étalés au grand jour. Être mère célibataire, avoir une fille qui s'est fait violer, les familles ne veulent pas parler de ça, ne veulent pas, les familles brésiliennes traditionnelles ne veulent pas parler de ça. Le viol est l'un des thèmes qui pourrait rejoindre la liste d'une politique de l'absence, si un jour elle venait à être établie, parce qu'il fait de la victime une coupable. Elle est celle qui doit avoir honte. Sa mémoire est à jamais blessée et elle a honte d'un crime qu'elle n'a pas commis. Autrefois, les familles avaient pour habitude de cacher, de masquer, de ne pas aller à la recherche de coupables. Autrement dit, ils tâchaient de rendre le cas invisible. Aline Bay représentifie une absence, elle va réparer cette absence qui s'est perpétuée pendant des décennies, voire des siècles dans la culture brésilienne. Le viol n'est pas seulement énoncé comme un dol au moment où le crime est perpétré, il est aussi quelque chose d'invalidant pour le reste de la vie du personnage. C'est en ce sens qu'il devient le différentiel du roman. Au-delà de la scène du crime, sur le plan physique, l'auteur présente des marques durables qu'ont empêché la victime d'aimer son fils et même de se développer en tant qu'être humain et en tant que femme professionnellement aussi. Un crime odieux, masqué et bâillonné par le propre parent de la victime, des vies occultées, énoncer les délits, sortir de l'invisibilité de faits de ce genre, inscrit ce roman dans ce que Ferber nomme la littérature qui vient après la littérature. Une littérature qui émerge de la fin des absences, en montrant ce qui semblait être devenu tacite. Le viol n'est pas matière poétique. L'impossibilité de la victime du viol d'établir de relations avec son fils est liée au manque de soutien des parents. Pour éviter le scandale et la honte aux yeux de voisins, ils n'ont pas dénoncé les coupables, mais en occultant le crime, ils ont culpabilisé d'une certaine manière la victime. La deuxième autrice, comme on dit à Québec, je ne sais pas si on dit en France, je n'aime pas beaucoup cette expression, auteur, c'est Eliane Brum. Oui, Eliane Brum, qui est aussi journaliste et qui écrit surtout de thèmes vraiment, tout ce qui est difficile à dénoncer. Elle est là comme journaliste et aussi comme romancière. Ce roman, ce de 2018 dont je vais dire que deux mots, ça s'appelle, a un titre qui est assez, disons, déconcertant, qui est Uma duas, une, deux. Déconcerte ce lecteur en transformant des thèmes forts en matière poétique. Comme elle va l'autre à dénoncer le viol et elle va représentifier l'automutilation et l'impossibilité de la relation mère-fille. Je sais que l'impossibilité de relation mère-fille est quelque chose qui a été traité dans les littératures depuis qui a émergé cette littérature féminine, mais ici, elle le pousse aux dernières conséquences. Cette relation impossible a déjà été abordée dans un roman précédent qui s'appelle Meus Desacontecimentos, mais non-événements de 2014, où il est question d'une mère qui n'a pas su aimer sa fille parce qu'elle n'a jamais réussi à faire le deuil de sa première fille. Dans Uma duas, une, deux, titre étrange écrit en minuscule, l'auteur approfondit ces clivages d'amour et de haine qui caractérisent les relations entre la mère et sa fille, la fille et sa mère. De la haine parce qu'elle ne se sent pas suffisamment aimée par cette mère qui ne fait pas attention à elle. Mais quand elle finit par l'abandonner, la vieille dame arrête de manger.
une scène dantesque et abruptement présentée au lecteur, celle d'un appartement, cette femme agonise, n'est-ce pas? Parce que la fille donc n'est pas allée pour apporter la nourriture. Cette scène est d'une cruauté extrême pour la personne qui écrit et pour nous, les lecteurs, déconcertante. La contrepartie, elle est faussée, créée par la relation mère-fille et qui a pour conséquence l'automutilation répétée de la narratrice. Je la cite, le rire du bras, le sang qui sort de la bouche du bras. Combien de fois je me suis déjà coupée? L'auteur anticipe peut-être dans les dernières pages du livre une des caractéristiques de cette littérature de l'après, à savoir de correspondre aux attentes de lecteurs et de ne pas croire vraiment à la capacité de la littérature à représenter le réel. Donc elle écrit, donc elle croit à la littérature à représenter le réel dans un certain sens, mais elle dit qu'il y a encore quelque chose au niveau de l'indicible, n'est-ce pas, d'imprononçable. Et je la cite brièvement, « Je découvre que j'ai écrit dans l'impossibilité de la littérature, l'échec préalablement assumé en tentant de transformer la vie en mots. Ce qui compte le plus, c'est ce qui peut-être ne pas être écrit, ce qui crie sans voix et sans corps entre les lignes. Là, ce qui est à jamais indicible. C'est mieux comme ça que ce soit comme ça. » Donc, les deux écrivaines, Aline B. et Eliane Brum, apparaissent les jalons du contemporain, tels que rendre visibles les absences et refuser de correspondre aux attentes du lecteur. Mais il y a aussi la présence du récit de filiation, et que je vais essayer de montrer à la fin que ce roman de filiation, ce roman où il y a la présence donc de l'intergénérationnel, est une de caractéristiques de cette littérature de l'après. Donc c'est une reviviscence de quelque chose qu'on faisait avant et que maintenant ces femmes vont à la recherche des ancêtres pour fonder leurs propos. Et Rita Godet nous a bien montré ça avec le superbe poème qu'elle nous a lu. Mais il y a aussi la présence donc du récit de filiation ou l'autofiction qui est au récit de l'antériorité avec un I est remplacée par le récit de l'antériorité avec un A, celui qui abrite la mémoire intergénérationnelle et qui correspond à un détour nécessaire, évoquer les histoires des ancêtres comme stratégie des narratrices pour se raconter elles-mêmes. Ce roman de filiation dont parle Viard dans son livre de 2008 correspond à des tentatives de restitution, donc ce que Catherine Madrikakis appelait de réparation, de ce qui ne peut pas être dit ou vécu entre le narrateur et son ancêtre, pour essayer de combler des transmissions imparfaites qui ont eu lieu au long de générations, n'est-ce pas, ou de mémoires honteuses de parents. Donc cette mémoire traumatique et honteuse dont on a fait silence, n'est-ce pas? Les dénouements qui aboutit à la mort de la mère s'inscrit dans la liste de l'indicible et de l'irréprésentable en fonction de la tragédie annoncée. La disparition de l'une empêche l'autre d'aller de l'avant. D'où les titres quasiment indéchiffrables Uma duas, parce que la mort de l'une, l'assassinat de la mère, n'est-ce pas, empêche l'autre de survivre. L'inventaire des choses absentes, l'inventario das coisas ausentes.
Là, c'est un livre de Carola Saavedra qui devient très connu, publié par la Companhia das Letras, n'est-ce pas? Et dans son livre, je parle de ce livre, oui, voilà, Carola Saavedra, qui est née au Chili, mais qui depuis l'âge de 3 ans vit au Brésil. Et ce n'est pas son livre le plus connu, son livre le plus connu, c'est peut-être celui-là, avec des armes, com armas sonolentas, avec des armes sonolentes, où elle prend un poème, Primeiro Sueño, et le titre vient d'un poème de Juana Inés de la Cruz, Soror Juana Inés de la Cruz, dont qu'elle voit comme un avatar du féminisme. Donc, ce livre, déjà le titre veut dire beaucoup, n'est-ce pas, inventaire des choses absentes, et aussi un livre qui renvoie aux absences, au manque dans la vie des femmes au Brésil et au besoin de les inventorier. Car ce n'est qu'après l'inventaire que peut être distribué l'héritage. Et après avoir reçu l'héritage, qu'il est possible de les transmettre. Les mémoires ne se constituent pleinement qu'après la transmission. Dans ces 2 romans, donc, ici j'ai parlé seulement très brièvement, n'est-ce pas, de livre de Carola Saavedra, de l'inventaire des choses absentes, mais dans l'autre aussi, com armas sonolentas, alors l'objectif, c'est donc de renverser les processus d'occultation de la vie des femmes. Les auteurs s'attachent à les représenter, à les tirer de la condition d'oubli pour, à travers la transmission de l'écriture, les amener à exister en restaurant et en donnant un sens à des mémoires blessées ou mémoires traumatiques, comme vous voulez. Le travail de représentation ou de la représentification, comme préfère Fernando Catroga, peut avoir lieu dans la dimension du laisser émerger en rendant présent ou en matérialisant ce qui n'existe plus, mais aussi dans la dimension créative de la représentation qui débouche sur l'émergence de nouvelles entités, de nouveaux horizons. Dans ce sens, c'est l'oubli et non pas la mort qui transforme les personnes et les événements en rien définitif. Rappeler équivaut à maintenir un dialogue avec les signes de l'absence. C'est la représentification, la réparation du passé qui garantit la préservation de la mémoire des absents, ainsi que notre propre avenir en tant que femme. En ce qui concerne, maintenant je passe à 2 auteurs qui vont traiter de l'invisibilisation du noir. En ce qui concerne l'invisibilisation du noir dans la littérature brésilienne, et plus spécifiquement de la femme noire, 2 auteurs se distinguent. Ana Maria Gonçalves et Conceição Evaristo, qui est déjà bien connue, assez connue en France à cause de ses visites, n'est-ce pas, et surtout des traductions. C'est par la traduction que cette littérature devient donc plus connue. Alors là, c'est Ana Maria Gonçalves et Conceição Evaristo ici. Je vais donc d'abord dire 2 mots sur Ana Maria Gonçalves. Oui, merci. Qui a innové dans le domaine des études littéraires afro-brésiliennes. Au début, pendant l'époque très lointaine, déjà où j'ai fait ma thèse de doctorat, les années 90, à l'Université de São Paulo, on n'étudiait que la poésie, parce que c'était tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on
qu'ils réussaient à publier dans les anthologies, les Cadernos Negros, hein, du groupe Quilombo. Et on s'attendait, n'est-ce pas, à après, ils ont commencé à écrire de contes, mais très ultérieurement de romans. Et Ana Maria Gonçalves, elle est l'auteure de la première saga et son livre a 950 pages. Et on lit comme ça, on n'arrête pas parce que c'est de toute beauté et vraiment impressionnant. Elle est l'auteure donc de la première saga sur l'histoire des esclaves africains envoyés au Brésil depuis la traversée sur le navire négrier en 18. Et ici, elle commence, évidemment que le trafic a commencé, la traite a commencé beaucoup avant, presque au XVIe siècle encore, XVIIe, mais elle commence son récit en 1810. Et elle va jusqu'au retour de cette narratrice qui a vécu en tant que la condition d'esclave à Bahia, et jusqu'à son retour au Dahomey en 1877. Ce livre a un titre aussi vraiment très instigante, que je sais jamais comment on dit en français. C'est un titre qui nous défie, n'est-ce pas, elle appelle un défaut de couleur, un defeito de cor. En vérité, c'est le titre, une partie d'un poème de Luiz Gama, considéré le premier poète noir au Brésil, qui a écrit de poètes satiriques encore pendant la période de l'esclavage, avant l'abolition, donc c'est quelque chose d'inouï. Et il y a sa vie ainsi que celle de sa mère, Louisa Maim. Elle est transformée par le récit mythique. On ne sait pas ce qui est histoire, ce qui est mythe, mais on dit que ce livre serait l'histoire de cet esclave qui en africain s'appelle Kende, mais qui a reçu dans la plantation où elle est allée travailler à l'île de Taparica, où vivait une partie de l'année. Elle a reçu le nom, donc, comme il faisait à tous les esclaves, n'est-ce pas, pour les enlever leur identité, donner un nom catholique, un nom chrétien, n'est-ce pas, ou portugais. Alors, son nom dans le roman est Kende Louisa. Et on dit que cette femme, Louise, a participé à la révolte des Malais et que Luiz Gama, ce poète, a été son fils. Et donc, la narratrice a choisi cet extrait, une partie de ce vers de Luiz Gama, un defeito de cor, un vers qui dit ceci: chez nous, même la couleur est un défaut, une maladie de naissance impardonnable, le stigmate d'un crime. Et donc, elle a choisi ça pour faire ces magnifiques ouvrages, n'est-ce pas, qui recourent, et le plus intéressant de ce livre, non seulement d'écrire les sagas de l'esclave, mais tout est raconté du point de vue d'une esclave, d'une femme esclave. Et donc, on suit tous les événements pendant 200 ans à partir des yeux d'une femme esclave. Ça, c'est la première fois qu'on fait au Brésil, et donc j'attribue une valeur très grande au travail de cette écrivaine qui vit actuellement aux États-Unis, où elle est enseignante. Elle enseigne dans une université nord-américaine. Et maintenant, Conceição Evaristo, qui est déjà beaucoup plus connue de lectorat français. Je peux plutôt montrer son livre, parler un petit peu de ce livre qui est traduit en français. Le titre de la traduction en français est Banzo, Mémoire de la favela, de 2016. Mais ce livre, en fait, a été écrit une vingtaine
d'années auparavant. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire éditer. Après, il y a une édition très fragile, disons. L'original en portugais s'appelle Becos da Memória. Et ce n'est qu'après qu'elle est devenue très connue, en 2018, qu'une troisième édition en portugais est apparue. Mais les livres est bien plus a été écrit. C'est encore des mémoires de sa vie dans la favela, de ses expériences comme une femme. Et Eurídice Figueiredo a très bien montré hier qu'elle n'aime pas qu'on attache le nom, n'est-ce pas, d'Évariste comme une écrivaine de la favela. Elle est une écrivaine, comme a dit Eurídice, qui a fait son doctorat, qui est une intellectuelle, mais dans ses livres, elle raconte des mémoires de la favela et de la favela. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle noue ces réminiscences de sa vie d'adolescente à la favela avec les mémoires de sa grand-mère et son grand-oncle qui ont vécu encore l'esclavage ou qui gardent encore la mémoire de l'esclavage, n'est-ce pas? Donc, et dans l'histoire de ce Becos da Memória, au Banzo, histoire d'une favelada, c'est l'histoire de cette femme qui vit dans la favela et qui va être détruite pour construire un grand projet immobilier. La mémoire de l'auteur parcourt le ruelle de la favela, mais son imagination l'amène beaucoup plus loin, jusqu'aux origines de sa famille, au temps de l'esclavage. Les titres est une succession de rémémorations. Les livres est une succession de rémémorations qui ne suivent pas une chronologie. C'est ce qui est intéressant. Des portraits de différentes époques, un parcours de souffrance. Et elle fait en sorte que ce jeu de miroir entre la vie de l'esclavage et la vie de la favela se ressemblent, n'est-ce pas? Les mêmes privations, les douleurs, n'est-ce pas? Qui ont connu les esclaves et encore ceux qui vivent dans ces régions dos morros, hein, de várias regiões do Brasil. Plusieurs personnages du temps des esclaves et des habitants actuels du bidonville, ils sont de conteurs d'histoire. Et sa personnage narratrice, n'est-ce pas, qui est Maria Nova, elle aime beaucoup écouter les histoires et elle va devenir donc une écrivaine, Conceição Evaristo, qui aime raconter les histoires. Sauf qu'à la différence du démantèlement de la favela, et ce démantèlement de la favela ne va pas effacer la voix de Maria Nova, qui a l'intention de continuer à raconter les histoires de cette famille qui la conduira à écrire à l'image de Conceição Evaristo. Et je conclus. Je demande pardon que je suis un peu longue, mais on passe aux conclusions. Alors, je voudrais très didactiquement, j'espère, montrer un peu un résumé de ce qui caractérise cette littérature, n'est-ce pas, de l'après ou écriture du contemporain. Alors, la première serait le renouvellement. Tu vas montrer, je ne sais pas si tu vas montrer ça, non. Oui, bon, ok. C'est le renouvellement des anciennes formules respectueuses de faux moralisme avec la rupture de paradigme et les dépassements des limites imposées aux femmes
on passe de la stabilité du 19e et du début du 20e aux dynamiques et au relationnel. Moi, je suis glissantienne aussi, comme la collègue qui vient de parler, qui m'a précédée. Le deuxièmement, ce serait la production de récits déconcertants sans crainte de provoquer un sentiment de malaise chez le lecteur. La littérature de l'extrême contemporain perturbe le lecteur. Elle suit d'une certaine manière la proposition qu'a formulée l'écrivaine italienne Elena Ferrante. Écrire, c'est tourner les couteaux dans la plaie. La même chose qu'a dit Annie Ernaux, n'est-ce pas? Écrire, c'est tourner les couteaux dans la plaie, quelque chose qui peut faire très mal. Créer des formulations inédites et inattendues, loin de significations préconçues. Les troisièmes, le règlement de compte avec les ancêtres de romans de filiation qui retracent la mémoire intergénérationnelle. Toutes les écrivaines analysées, et encore beaucoup d'autres que je lis en ce moment, chacune à leur façon règlent leur compte avec une mère ou un ancêtre dans la mesure où elles écrivent à partir d'un manque, de parents absents, de transmissions imparfaites, de malentendus générationnels. L'écriture permet de remplir ce vide et établir un continuum familial en mettant en valeur l'héritage transmis, comme dans le roman de Conceição Evaristo et Ana Gonçalves. Ou alors affronter les aïeuls et de se rappeler des mémoires blessées et des ruptures, comme dans les ouvrages d'Aline Bay, Eliane Brum, Marta Battaglia, que je n'ai pas cité, mais parce que Anna Maria, notre collègue, a parlé hier longuement de la vie invisible d'Eurídice Guzmán, n'est-ce pas? Et aussi Carola Saavedra. Donc, dans quelques-unes, il y a donc ce besoin de transmission d'un héritage qui n'a pas été suffisamment connu par les Brésiliens. Et l'autre est plutôt cette question d'affronter les mémoires blessées et les ruptures. Et alors, l'autre caractéristique serait le lieu de parole est cédé aux absents pour l'inventaire des invisibilités. La représentation des absences est le dénominateur commun de tous les récits, car l'objectif est de donner vie à ce qui a été longtemps omis et non dit. Les auteurs savent qu'il est essentiel de remémorer ou représenter dans le présent les omissions ou les effacements, je préfère, du passé par rapport aux femmes pour pouvoir établir ce que Catroga nomme les dialogues avec les signes de l'absence. En effet, ce dialogue correspond à une représentation par l'intermédiaire de laquelle, en donnant de futur au passé, les vivants garantissent un futur pour eux-mêmes. Et la perspective transculturelle, je ne pourrais pas terminer sans parler du transculturel, qui est un peu mon dada, qui est un peu notre dada de notre groupe de relations littéraires interaméricaines, et nos colloques avec Patrick Humbert, qui est un professeur à l'Université d'Ottawa et qui a beaucoup réfléchi justement sur le transculturel, qui, au lieu du multiculturel et de l'interculturel, qui reste dans la quête de synthèse, le transculturel va en quête pas de la synthèse, mais de ce qui vient après, de ce qui s'est produit quand deux produits culturels sont mis en relation. La perspective transculturelle est à nouveau une caractéristique majeure de tout le récit. Toutes les écrivaines, n'est-ce pas, partent de l'implosion des binarismes. Le transculturel, c'est l'implosion du binarisme. Civilisation, barbarie, masculin, féminin, présence, absence.
pour arriver à la construction du nouveau, mais aussi à l'acceptation du divers et de la relation, à cette perception que, en mettant deux choses en relation, il y aura production d'objets culturels autres. Sur le plan de la transculturalité, il y a un entrelacement des identités culturelles qui se définissent et se transforment en résonance les unes avec les autres. C'est une phrase de Patrick Imbert dans un livre qu'on a fait ensemble sur le transculturel. Autrement dit, la conception transculturelle de la culture est fondamentalement relationnelle et transformative. Cette perspective ne prend pas la synthèse comme horizon, c'est du dissentiment que se fait l'invention et que peuvent être générées les nouvelles idées. Là, le nom écrit c'est Gonder, mais en fait, il y a une faute, c'est Gonder, Jo Gonder. C'est une professeure spécialiste en mémoire sociale de l'Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Et la dernière, je vous promets que c'est vraiment la dernière, la représentabilité et ses limites. Ça, c'est une chose que j'ai perçue. La majorité des écrivaines, elles sont persuadées qu'elles sont capables donc de réparer tous les malfaits avec l'écriture. Mais Eliane et Brun, elles soulèvent la question déjà plusieurs fois abordée de l'impossibilité de représentation à l'ère de catastrophe, n'est-ce pas? C'est la question que se pose beaucoup des écrivains qui écrivent sur la Shoah, n'est-ce pas? Comme nous avons vu ci-dessus, elles se voient en face de l'inénarrable, de l'impossibilité de la littérature à pouvoir rendre compte de certains événements, tels que l'assassinat de la mère de la narratrice. Eliane et Brun souligne le drame que connaît l'écrivain quand il doit dire l'indicible, raconter ce qui ne peut pas être raconté. Cette question sur l'échec de représentabilité dans la littérature est aussi posée par Arthur Nestrovsky, qui est un grand intellectuel, musicien, né à Porto Alegre, mais qui est le directeur de l'Opéra de São Paulo, et Márcio Seligman Silva, que vous connaissez peut-être, dans ce livre « Catastrophe et représentation », quand ils évoquent la difficulté de représentation de la Shoah, un événement qui ne se laisse pas capturer par la pensée, ni par le mot, ni par la parole. Et je pense que c'est un fait de l'esclavage, c'est la même chose. On peut mettre les deux ensemble. Si dans ce texte, nous avons mis l'accent sur l'importance pour la littérature de l'extrême contemporain d'établir l'inventaire des absences, nous avons mis l'accent sur l'importance pour la littérature d'établir l'inventaire des absences survenues au fil des siècles dans le vécu des femmes des différentes ethnies et classes sociales, des femmes victimes d'atrocités comme le viol ou soumises à l'esclavage. Ce processus de représentation ne montre finalement, à mon avis, que la pointe de l'iceberg, et qu'il y a encore beaucoup de choses dans les entrelignes encore à être dévoilées ou expliquées. Je vous remercie de votre patience, d'avoir mis longtemps à m'écouter, et remercie encore une fois de cette occasion, n'est-ce pas, de partager les recherches. Pour le chercheur, c'est toujours bien, n'est-ce pas, d'avoir des interlocuteurs. Sinon, c'est comme la transmission, la mémoire pour la transmission. Sinon, si ça reste, n'est-ce pas, le livre fermé. Alors, merci Hélène. Merci Zila, merci beaucoup pour cette...